Vous êtes sur Tandem TV et nous allons voyager un petit peu. Eh bien oui, pour mon invité 2, mes invités 2, Jacques Soussan, Daniel Taïeb, Bonsoir, Ravi. la meilleure pour la fin. Et puis, je vous donnerai tout à l'heure un petit peu leur titre, leur fonction, leur rôle au sein de l'association L'Espace francophone d'Ashdod. Oui, parce que c'est à Ashdod que nous allons voyager. On va voyager jusqu'à Ashdod, cette ville du Sud, où vous avez l'habitude, bien sûr, d'entendre ce nom faire écho à vos oreilles quand on est au Lechadash et qu'on attend son container, son petit chez-soi qu'on a ramené depuis, ou son grand chez-soi qu'on a ramené depuis l'étranger, depuis la France, la Belgique, la Suisse, etc. et autres pays francophones, puisque nous sommes sur Tandem, Tandem chaîne israélienne francophone. Alors oui, Ashdod, dans le sud, on est à peu près, pour vous situer géographiquement, à peu près à 35 km de Tel Aviv, on est à peu près à 25 km d'Ashkelon, si je ne dis pas de bêtises, et on doit être à peu près à 75 km de Jérusalem. Voilà donc un petit peu Ashdod qui se trouve bien sûr au bord de la mer. C'est le plus grand port d'Israël, le premier en termes de volume et en termes d'activité, bien entendu, et puis aussi d'attractivité, on en parlera tout à l'heure, hein, puisque des intervenants du monde entier travaillent sur le port d'Ashdod. C'est donc d'abord une zone portuaire, ça l'a été dans l'histoire, on y reviendra aussi tout à l'heure, mais ça l'est toujours aujourd'hui et davantage aujourd'hui. Et bien sûr, c'est aussi une ville en pleine expansion. Depuis plusieurs années, on va dire une bonne décennie, la ville prend son envol. Elle devient d'ailleurs, elle est promise à un avenir qui la placerait, selon certains, cinquième ville d'Israël. C'est vous dire à quel point le développement y est quotidien. Alors, bien sûr, 230 000 habitants environ, 230 000 habitants, dans cette ville, vous avez toutes les populations, en tous les cas, toutes les catégories de population qu'on peut y trouver dans les autres villes, mais on peut aussi y trouver toutes les affinités, Ashkénaz, Séfarade, ce qu'on appelle les Mizrahim, mais aussi qu'on peut y trouver, bien sûr, des Éthiopiens, on peut y trouver tous ceux qui fondent finalement cette couleur d'Israël, cet arc-en-ciel d'Israël. C'est magnifique. Et à Ashdod, on y trouve effectivement cette population enjouée, enthousiaste, et qui, de petite ville, on en parlera tout à l'heure avec Daniel, petite ville est devenue aujourd'hui une vraie métropole et avec des projets futurs qui vont vous intéresser, j'en suis sûr. Alors, je me tourne d'abord cette fois-ci vers vous, Daniel Taïeb. Vous êtes présidente de l'espace francophone d'Ashdod. D'Ashdod. Alors, l'espace francophone d'Ashdod, c'est d'abord une association. Oui. Et c'est en même temps un engagement humain. Dites-nous ce qui finalement fait la couleur, l'identité particulière de cet espace francophone d'Ashdod. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cet espace francophone, il a 17 ans aujourd'hui. Enfin, on rentre dans la 17e année. Donc c'est une association qui est quand même depuis très longtemps sur Ashdod. Elle a été créée, elle a des membres fondateurs. Et ce qu'il faut savoir et qui est intéressant, c'est que ces membres fondateurs sont encore auprès de nous aujourd'hui. Jacques Soussan. Jacques Soussan en fait partie. Ils sont toujours là, ils sont là pour nous aider, ils sont là parce que c'est leur... ils ont fondé cette association, ils y tiennent, ils l'ont fondée avec leur cœur, avec leur âme, Et avec leurs bras. et avec leurs bras, bien sûr, et puis avec des heures de travail, je m'en rends bien compte aujourd'hui. Et donc, ils sont toujours avec nous. Moi, je suis arrivée dans cette association il y a 5 ans. Arrivée en Israël depuis beaucoup plus longtemps, mais faisant des allers-retours. Hein, j'ai fait une allie à Boeing. Donc, à un moment, je me suis posée, je me suis dit, il me faut une relation avec des francophones. Et donc, je suis arrivée à l'espace francophone. Je m'y suis plu tout de suite parce qu'il y avait, moi, ce que je recherchais, c'était des contacts humains. C'était des gens qui venaient du même endroit que moi. Et j'ai fait 4 ans de bénévolat.
Et un jour, on m'a dit, ben, maintenant, il faut que tu prennes la présidence. Et ça fait 1 an que j'ai pris les rênes de l'espace francophone. Un mandat encore d'1 an, Oui, avec un calendrier dont on va parler absolument très, très riche et très exigeant. Il va voilà. falloir effectivement compter sur tous ceux qui, comme Jacques Soussan, finalement s'investissent depuis longtemps, ont l'expérience de ce lieu, Tout à pour fait. le faire vivre et finalement le rendre davantage attractif pour les futurs Olim Hadachim. Voilà. De toute façon, nous, notre point principal, c'est d'assurer la pérennité des cultures juives, des cultures israéliennes et des cultures françaises, bien sûr. Et puis aussi accueillir ces nouveaux Olim qui, bon, c'est quand même pour un dépaysement, hein, quand on arrive en Israël et qu'on arrive, en général, et quand on arrive sur Ashdod, on est bien sûr un peu perdu. On a l'impression au début de tout savoir, mais c'est difficile. Donc, il y a bien sûr le Misra d'Aklita qui accueille Ashdod. Moi, j'ai eu affaire à eux, je les ai vus faire. Et franchement, je peux dire qu'ils font un travail exceptionnel. Et derrière nous, nous sommes là pour assurer une continuité. Alors, comment? Eh bien, en fait, on a un lieu convivial où on fait plusieurs activités. Les gens se rencontrent dans ce lieu-là, ils parlent entre eux. Et on assure comme ça, les gens se parlent, ça crée des amitiés, ça crée on leur donne des astuces, on leur explique. Donc ils redeviennent un peu, en fait, on leur donne une deuxième vie, on fait un pont entre leur culture passée et leur culture présente. Et finalement, avec votre propre expérience aussi personnelle. Évidemment, bien sûr, parce que il y a des Olim qui sont là depuis longtemps et qui continuent à fréquenter l'espace francophone, qui sont très fidèles, et des nouveaux. Et l'échange se fait et l'aide se fait automatiquement. Et bien sûr, ça, c'est pour la partie aide, intégration. Mais après, bien sûr, on doit assurer la continuité et l'intégration. Alors, comment? Alors, on a plusieurs activités. Et de plus en plus, nos activités se développent. On va y revenir. Jacques Soussan, on va rester sur cette partie un petit peu historique hein, de l'espace francophone. Euh, vous êtes cofondateur de cet espace francophone. C'était utile de le mettre en place. C'était absolument nécessaire de donner un espace dédié à la communauté francophone et francophile de la ville d'Ashdod. Alors moi, quand j'ai atterri en Israël, j'avais un préjugé qu'on m'a mis dans la tête, c'était qu'Ashdod était un désert culturel. Et comme beaucoup de membres fondateurs, avant de venir en Israël, on était des dirigeants communautaires. On s'occupait d'Israël, mais de l'extérieur. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, de deux choses l'une, ou il y a quelque chose pour m'accueillir, ou je le crée. Voilà. Et puis l'alignement des étoiles s'est produit. J'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi et on s'est jeté à l'eau et on a créé de toutes pièces quelque chose qui n'existait pas avant. Il existait par contre avant nous une association qu'on appelait l'UNIFAN, mais qui avait pour vocation de traiter des problèmes sociaux, judiciaires, de l'intégration, voilà. Et comme l'a dit si bien Daniel, nous, depuis le départ, on avait une vocation à garder la culture française, servir de pont avec la culture israélienne, et comme on est juif et qu'on le reste au fond de nous-mêmes avec la culture juive. C'est très important. Pour nous, c'est ce qui fonde notre identité. En fait, il y a quelque chose qui me rappelle ces quelques mots de mon maître, que Dieu ait son âme, Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, qui disait finalement apporter de ce qui est de plus enrichissant à l'État d'Israël. Il est encore jeune et vous avez des patrimoines qui, par force d'expérience et d'histoire, peuvent effectivement enrichir ce jeune État d'Israël. Bien sûr, bien sûr. Et merci de citer Manitou, qui nous a proposé, en passant du juif pour passer à l'hébreu. Et nous, c'est ce qu'on fait un petit peu.
voilà, avec nous-mêmes et avec les Olim qu'on reçoit. Mais puisque vous avez parlé d'identité, je citerai quelqu'un d'autre sur lequel on a fait un colloque et qui s'appelle André Chouraki. L'immense André Chouraki. L'immense André Chouraki. Et moi, j'ai gardé de André Chouraki l'idée que l'identité d'un individu, elle se fait par strates successives, comme des couches géologiques. Voilà. Et finalement, chacun d'entre nous n'est que le produit de son histoire. Et son histoire, elle est faite d'expériences, de transmission, on va en parler tout à l'heure, etc. Et au bout du compte, on a une identité complexe, mais qui nous a construits et qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Qui mieux d'ailleurs qu'André Chouraki, qui représente finalement un peu comme des villes comme Malte, ce qu'on appelle des villes-mondes. Exactement. Malte ou Odessa pour le côté ashkénaze, et puis bien sûr Salonique, oui. qui était donc ces civilisations multicouches où il fallait effectivement trouver une voie médiane. Et l'espace francophone n'est ni plus ni moins finalement que cette voie médiane entre ce lieu de rencontre que vous avez voulu créer pour que chacun y trouve quelque chose et apporte de son patrimoine, sa petite participation pour rendre vivant finalement un lieu, parce qu'un lieu, un décor, ça peut toujours se trouver, mais le rendre vivant et l'entretenir tous les jours, vous le disiez tout à l'heure, Daniel, avec ces heures qu'on ne compte pas, Oui. eh bien effectivement, je dois dire qu'au regard de votre programme, effectivement, on ne doit pas s'ennuyer à l'espace francophone. Ce que fait Daniel est vraiment très, très, très méritoire. Hein. Ça vaut la peine de le souligner. On a eu des présidents, on a eu des présidentes, mais on a longtemps cherché et on a trouvé la perle rare. Oh là là. Vous voyez comme quoi, hein, dans le container, il n'y avait pas simplement que le petit chez-soi, il y avait aussi l'incarnation de ce qu'il y avait, en tous les cas, qui était nécessaire à Ashdod. Alors, Ashdod, je le disais, c'est une grande ville, Oui. mais qui est en train de se développer. Oui. Et finalement, quand vous avez fondé cet espace francophone d'Ashdod, est-ce que vous aviez déjà le sentiment que vous étiez dans une ville de développement et que vous alliez arriver à ce qui est en place aujourd'hui, mais qui se promet dans quelques années? Il était impossible de deviner ce que Ashdod allait devenir, parce que c'était un changement, un développement exponentiel. Voilà. Moi qui suis là depuis une quinzaine d'années, depuis l'âge de l'espace francophone, depuis à peu près 16 ans, j'ai vu cette ville se développer chaque jour. Voilà. Et je rappellerai pour mémoire que cette ville a été créée par 22 familles juives marocaines, voilà, qu'on a mis sur les dunes, parce qu'à l'époque, il n'y avait que du sable, et à qui on a demandé de commencer à bâtir cette ville. Et en toute humilité, je me sens partie prenante de cette dynamique. Voilà. La ville était déjà là, et aujourd'hui, je peux dire qu'on a beaucoup participé à l'animation de cette ville, au fait que les Français commencent à y trouver leur place. Et je vais vous faire une confidence. On s'appelle l'espace francophone, c'est-à-dire des personnes qui parlent français. Et on a réveillé chez les Marocains qui sont là depuis 1948 le goût de la langue française que certains d'entre eux avaient. D'où la francophonie. D'où la francophonie. Voilà. Et finalement, si cette ville grandit, vous qui avez eu des fonctions ailleurs, vous savez qu'il faut faire grandir en même temps l'espace francophone. Comme disait Coluche, je me suis aperçu que finalement, on me dit de ne pas mettre mes doigts dans le nez, mais mon nez a grandi avec mes doigts. Donc, il va falloir, pardon pour la métaphore un petit peu triviale, mais finalement, on a un lieu, un espace, et il faut s'adapter en permanence. Alors, quels sont un petit peu les fondamentaux pour pouvoir être pertinent, être opportun et pouvoir construire, on va y revenir, mais construire un programme
qui puisse s'adresser à une population en mouvement, à une ville en mouvement. À une population en mouvement, à une ville en mouvement et à des gens qui sont de cultures différentes et qui ont des envies différentes en fait. Donc il faut vraiment un programme avec plusieurs types d'activités diverses et variées, partant de la culture au loisir. Et là-dessus, à l'espace francophone, on essaye justement d'avoir un programme assez varié et qui correspondent un peu au goût de la population diverse et variée que contient aujourd'hui Ashdod. Alors effectivement, ça va de la... au départ, on s'est dit, les gens ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'apprendre l'hébreu, parce que quand on arrive et qu'on s'intègre, bah, on ne peut pas vivre sans connaître quand même un minimum d'hébreu. Donc au démarrage de l'espace francophone, on a construit des ulpanim. Les ulpanim, au début, il y avait 1 niveau, 2 niveaux. Aujourd'hui, on a 4 niveaux parce qu'on a des gens qui arrivent qui sont de niveaux différents. Presque 5, hein, d'ailleurs, j'ai remarqué. Oui, effectivement. Donc, il y a plusieurs classes avec plusieurs niveaux. Et on en rajoute chaque année. On essaye de faire Il y a des gens qui veulent du conversationnel. Avant, on faisait que du... voilà. Donc, on essaye d'avoir des classes qui répondent à tout type de demande. Et c'est pas fini, et on continue bien sûr à évoluer à chaque fois. Et vous, alors Jacques, quand on parle comme ça d'apprentissage de l'hébreu, ça vous parle, c'est normal, c'était le passage obligé, même il y a 15 ans. Mais quand on vous parle aujourd'hui, dit rajouter la conversation. Qu'on vous parle en même temps, l'expression en hébreu, la kira eretz baregel, il faut connaître le pays par ses pieds. Voilà que on y met en même temps les excursions, les voyages avec l'histoire du lieu. Finalement, est-ce que c'était ça déjà, à l'idée que vous faisiez de cet espace francophone, la destination de ce lieu? Alors écoutez, tout était à découvrir. On a tout découvert. Il y a eu des balbutiements d'hébreu. Et on a eu la chance de tomber sur une guide, je peux citer son nom, son prénom, Aura, qui nous faisait des tiolim, Bible à la main. Et donc, on découvrait le pays, on découvrait son histoire, et avec le guide qui va nous conduire à Akko, Elisha, on apprend l'hébreu en même temps. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours eu chez nous cette alchimie qui a marché et qui combine. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais même pas si Daniel sait. On a fait un jour une activité un peu particulière. On a visité Jérusalem. Après ça, on est allé dans un restaurant. Et pendant le repas, on a eu une conférence de Beno Gross. Et donc, on était arrivé, sans le vouloir, à combiner la culture, la découverte et des nourritures aussi matérielles, en même temps que des nourritures spirituelles. Voilà, alors c'est cette alchimie qu'on a petit à petit fait, mais Daniel, je lui fais confiance, elle va développer encore tout ce que... Voilà, la créativité ne s'arrête pas. L'envie, quand l'envie est là, quand la motivation est là, je suis sûr qu'avec elle, on va découvrir encore d'autres manières de faire que l'espace francophone continue à mériter avec son moi, nom. Oui, mais avec toute notre équipe de bénévoles, il faut quand même les citer, qui sont extraordinaires, qui sont là comme nous, on est tous bénévoles dans cette association, et qui tous les jours œuvrent pour qu'il y ait des nouveautés. On parle tout le temps de nouveautés, de choses. On a des projets. On avance sur plusieurs choses en même temps. Alors, d'abord, pour nous situer un petit peu plus sur le public qui vient, attirer, on l'a dit, francophone, francophile,
à l'espace francophone. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle est la sociologie de la population d'Ashdod? Est-ce qu'elle est plutôt religieuse? Est-ce qu'elle est plutôt traditionnaliste? Plutôt orthodoxe? Est-ce que ça se partage? Alors, si on regarde les chiffres, on parle de la population d'Ashdod en général. Alors, en fait, sur la population d'Ashdod, sur les 230 000 habitants environ, on a quand même 50 000 Haridim. On a 30 000 Marocains, je crois, juste pour donner un D'où petit l'idée ordre d'ailleurs d'idée. que le maire fasse une dédicace à la population marocaine. Marocaine, voilà. Et puis, on a aussi... Alors, en fait, c'est une population intéressante parce que c'est un melting pot qui vient de partout. On a des Yéménites, on a des... Vraiment, c'est une population qui est diverse et variée. Donc, elle est intéressante. Et en fait, ce qu'il faut dire, hein, c'est que cette population vit... tout le monde vit ensemble. On n'entend pas trop de problèmes entre les populations. Tout se mélange. Bon, de temps en temps, des petites choses, mais sinon... public Haredi, public Chiloni, public. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des kibbutz rougot, hein, des gens Oui. qui sont religieux mais sionistes, voilà. Donc tous ces gens vivent ensemble dans une bonne entente. Enfin, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'aime en vivant à Ashdod. C'est cela un petit peu que vous aviez trouvé quand c'était encore un petit village, Ashdod, ce melting pot culturel qui finalement avançait ensemble. Oui. Alors écoutez, Daniel a cité les principales populations. Il y en a une qu'il faut. Ce sont les Russes. Les Russes ont élu Ashdod comme ville de séjour, de travail, etc. Et qui lui ont donné d'ailleurs, ils ont boosté la ville. Voilà. Mais je vais faire une comparaison. Le président Rivlin, l'ex-président, avait un jour fait un discours qui était celui des 4 tribus. On appelle les 4 tribus. On retrouve à Ashdod ces 4 tribus. Mais contrairement à ce que disait Rivlin, elles se parlent, elles communiquent. Je ne dirais pas qu'elles se marient ensemble, mais, comme disait Daniel, c'est un vivre ensemble qui est agréable. Voilà. Par exemple, il nous arrive d'aller dans des matnassim, dans des centres culturels, où les Russes sont majoritaires. Et quand on regarde le programme, eh bien, on y trouve notre compte. En musique, l'orchestre philharmonique, des cours de danse, des cours... Voilà. Et de même, il existe un matnas qui est dédié aux francophones, qui s'appelle le matnas Safra, où il y a une grande activité destinée aux francophones. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas réellement de vrai mélange. Voilà. Donc Rivlin a un peu raison, mais à mon avis, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. C'est quelque chose qui va ces différences vont plus ou moins se dissoudre. Alors, Dans les générations à venir, je pense. Les générations à venir. Hein, alors on a aussi une sociologie qui, elle, sort de l'université, qui montre que Ashdod, on était plutôt dans une classe moyenne plutôt laborieuse. Et il semble pourtant que finalement Ashdod est en train tant de se développer, peut-être avec certains apports de population, avec une dynamique peut-être inattendue. En tous les cas, donc, avoir des projets effectivement d'ordre universitaire, d'ordre professionnel. Et par exemple, l'hôpital Asuta d'Ashdod, qui s'est construit, qui s'est ouvert il y a quelques années, mais aussi des projets high-tech. Je pense à Open Valley, je pense à des dynamiques comme Cover City et autres, enfin des choses comme ça, où finalement on essaye de créer des zones d'incubation technologique pour y attirer des populations sociologiquement plus engagées, en tous les cas, professionnellement, universitairement, etc. Donc,
il y a nécessité pour l'espace francophone de répondre aussi à cela et de ne pas être simplement qu'une résonance pour les fondateurs, mais une caisse de résonance aussi pour ceux qui pourraient être à même de venir et peut-être d'attirer déjà depuis la France, lors des grands salons de l'ALIA, etc., d'attirer donc cette population vers Ashdod. Alors, comment fait-on pour se tenir au courant? Bon, alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi autre chose, c'est que, en fait, au niveau de la population d'Ashdod, il y a un changement par rapport au coût de l'immobilier. Il y a des gens de Tel Aviv qui viennent parce que Ashdod, c'est moins cher. À Ashdod, ils arrivent à avoir des surfaces magnifiques, une vue sur la mer exceptionnelle, alors qu'au même prix à Tel Aviv, ils vont avoir une petite... Et là, on les voit, nous, enfin moi je le constate au quotidien, je vois des gens qui arrivent, effectivement, qui sont peut-être d'un niveau culturel un petit peu plus élevé que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors nous, l'espace francophone, on l'avait déjà prévu à l'époque des fondateurs, puisqu'il y a eu quand même plusieurs colloques, et Jacques pourra vous en parler, des colloques de haut niveau déjà. Nous, on est plutôt attachés à l'école de pensée juive de Paris, avec bien sûr Lévinas, Manitou, Benogros. voilà. Et donc, on a fait quand même des colloques sur Lévinas. Il y avait un colloque sur Lévinas, un colloque sur Manitou. Dernièrement, on a fait aussi on a fait voir le film de Michael Greenspan sur Manitou, avec la présence du Ravatoun, qui est un de ses élèves, qui nous a fait une petite conférence intéressante après la projection du film. Qu'on salue d'ailleurs s'il regarde Tandem TV. Voilà. Et en fait, le Ravatoun, pour information, est un ancien de l'espace francophone. Il a donné des cours pendant des années à l'espace francophone. Il était tout content de revenir d'ailleurs pour voir des gens qu'il avait connus à l'époque. Et d'ailleurs, ce film-là, moi j'ai trouvé ça superbe, c'est qu'on a eu des gens de Tel Aviv qui sont venus. On a eu des gens de Ranana, on a eu des gens de tous les coins qui sont venus à Ashdod. Pour moi, c'est une fierté, faire venir des gens de Tel Aviv pour voir des... En fait, c'est là peut-être que se situe le vrai tremplin. C'est quand on est capable, effectivement, de rayonner au-delà de son propre lieu et de faire en sorte qu'il y ait le tout Israël qui se retrouve dans ce genre de lieu. Et je dois dire qu'à Ashdod, vous n'êtes pas en voie de paupérisation en termes de lieu, puisque quand on voit le centre Monarque, le centre d'art qu'il y a donc à Ashdod, vous pouvez très bien accompagner une conférence de visite dans la ville, la nouvelle marina, d'aller voir les ruines découvertes en 2017 de la basilique, de la nouvelle basilique qui date de plus de 1600 ans, hein, puisqu'elle date à peu près du 6e siècle. Hein. Oui. Finalement, de découvrir l'histoire. Il faut dire que l'histoire, elle est particulière puisqu'elle a subi des invasions. Elle s'est appelée Ishdoud, mais en même temps... Elle a subi toutes les invasions. Toutes les invasions. Incroyable. Maklouk, Croisé, Alexandre le Grand, Ptolémée, les Égyptiens, voilà. Les Assyriens, etc. Et effectivement, elle a gardé des traces. Oui. Alors finalement, on est là dans ce qu'on aime d'Israël, c'est-à-dire marcher, et comme le dit, bon, je ne vais pas faire l'office du tourisme d'Israël à Paris, parce qu'il y avait une phrase comme ça, mais voilà, chaque mètre carré était un bout d'histoire d'Israël, et d'Israël indirectement ou directement. Et donc finalement, à Ashdod, on est capable de retrouver des lieux comme ça. Alors, l'espace francophone, il peut être un lieu où vous allez animer une conférence, y mettre en place une programmation, répondre aux besoins sociaux, répondre aux besoins d'intégration, etc., mais en même temps de résonance sur le reste des lieux d'Ashdod qui peuvent effectivement convenir à des Olim Hadashim, à des Ashdodim de natifs
et qui ont envie de découvrir un petit peu ce qu'est, au travers d'une vision francophile, eh bien, ce qu'est Ashdod. Ashdod. Et finalement, alors, Alors, je vais ajouter à la liste de choses qui étaient intéressantes à voir à Ashdod qu'il y a 3 musées à Ashdod, Oui. dont un consacré à la culture des Philippines. des Philistins. 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 Et bon, c'est un petit clin d'œil à l'histoire d'Ashdod. C'est le seul dans le monde d'ailleurs. Hein. Oui, Oui. voilà. Mais à côté de ce musée, il y a le musée Monarque, justement, dont Oui. vous avez parlé. Vraiment, qui vaut vraiment le détour. Aussi bien Voilà. architecturellement parlant que sur le au plan. niveau des œuvres qui sont exposées, etc. Et pour revenir à la sociologie d'Ashdod, Ashdod a le port, l'usine d'aéronautique, je ne vais pas citer son nom, voilà, et Hevrat Hashmal, c'est-à-dire la centrale électrique. Voilà. Ça, c'est le côté industriel. Ce qui va changer dans Ashdod, c'est que le maire actuel a promis, et pas encore là, l'université d'Ashdod. Et là, ça va attirer une population de jeunes. Il a d'ailleurs un petit peu anticipé en commençant à créer, à préempter des terrains pour construire des logements pour les jeunes couples. Voilà. Et donc, à mon avis, ça va être un appel d'air qui va augmenter la capacité d'Ashdod à continuer comme est notre volonté, qui est de continuer à parler à l'intelligence des gens. Voilà. Jusqu'à présent, je vous avais dit, on reçoit aussi des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'assister à ce genre de choses, par exemple aux conférences ou aux colloques. Voilà. Mais quand on leur parle de quelque chose qui est important, quand on leur parle d'eux, généralement, de leur histoire, voilà, eh ben, ils prennent goût. Voilà. Qu'ils soient employés du port ou employés voilà, ils viennent à l'espace francophone, ils viennent d'ailleurs au Matnassim, dans les centres socioculturels, dans lesquels ils trouvent... voilà. Donc, pour revenir au cœur de votre question, qui me paraît fondamentale, cette ville n'a pas arrêté de progresser. Peut-être que demain, il y aura la partie Silicon Valley, etc. En tous les cas, le projet est en train de mûrir. Voilà. Et comme toutes les villes qui se trouvent sur la ligne ferroviaire de Tel Aviv jusqu'à Beersheba, on va avoir de plus en plus des populations qui vont se déplacer, travailler à Tel Aviv, mais venir consommer et vivre à Ashdod. Un petit peu comme si on agrandissait l'agglomération de Tel Aviv, c'est qui est d'ailleurs le cas d'ailleurs de certaines villes comme Bat Yam et autres. Voilà. En tous les cas, il y a quelque chose de dynamique, de vivant, au travers d'abord de ce qui est nécessaire pour pas simplement recevoir une population qui migre en Israël, mais qui en même temps qui puisse attirer c'est des populations qui n'auraient peut-être pas pensé à l'ALIA, mais qui, voyant un petit peu ces dynamiques au sein de villes dans le sud, où c'est, comme vous le disiez, plus accessible sur le plan immobilier, plus peut-être prometteur en termes d'intégration et de professionnels, puisque j'ai vu qu'il y avait des projets, par exemple, ce projet magnifique qui consiste à donner donc à chacun la possibilité de devenir infirmier ou infirmière, avec des études gratuites payées par le ministère. Justement, il faudrait en parler parce que ce projet-là n'a pas eu beaucoup de succès auprès de la population. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui se sont inscrits. Et pourtant, c'était un beau projet. Donc, vraiment, il faudrait que les gens en prennent conscience. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra travailler sur ce projet-là et nous, pouvoir faire plus de publicité pour attirer les gens, parce que c'est des projets très intéressants. C'est comme ça qu'on fait l'intégration. En tous les cas, on le trouve sur votre site. Oui. On le trouve sur votre site. Oui. Et on peut voir je voudrais effectivement... en faire plus, justement. Vous avez raison, peut-être avec comme je le disais, il ne s'agit pas simplement de recevoir les gens, mais il s'agit aussi d'aller les chercher.
Et donc, Et de les en mettant, informer. voilà, Et de les informer, parce que là, il y a quand même, voilà, on s'adresse aux parents comme aux enfants. Vous avez une licence, vous pouvez effectivement, à l'hôpital Oui, Barzilai, tout à fait. suivre la formation et sortir infirmier. Et à un prix vraiment enfin, c'est C'est vraiment pratiquement gratuit. Hein. pratiquement gratuit, Voilà, hein, exactement. pratiquement gratuit. Donc, On l'a mis sur notre site, effectivement, oui. mais je vous dis, j'aimerais faire plus, c'est-à-dire informer, peut-être faire des réunions d'information, parce que Moi, je vois ce que vous dites quand vous disiez Non, qu'il y a non, des je dynamiques. voulais abonder dans le sens de Daniel et en même temps répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, mais que je sens venir. C'est qu'est-ce que Daniel, quand il dit on, c'est aujourd'hui, c'est elle qui a les rênes de l'espace francophone, quel grand projet, comment on peut faire bouger la manière d'intégrer les gens. Et Daniel peut vous parler d'un projet, ou alors je peux donner le titre et elle pourra vous en parler. On pense à organiser un système de parrainage. Faire parrainer une famille de Olim qui arrive par une famille déjà installée. Et en essayant de combiner le statut social, les familles, s'ils sont nombreuses, pas nombreux, etc., de manière à ce que les Olim qui arrivent aient un guide, quelqu'un qui les prenne par la main, au moins pendant les premiers temps, qui les invite pour un Shabbat, qui leur présente leurs relations. Voilà. Ça, c'est la nouvelle manière d'intégrer. Je parle à la place de Daniel, oui, mais c'est un projet sur lequel on travaille ensemble avec Jacques, hein, il faut le savoir. Jacques et d'autres bénévoles de l'association. On voudrait justement faire des familles, faire du parrainage. Et ça permettrait vraiment aux nouveaux Olim qui arrivent, qui sont un peu perdus, de retrouver un peu les marques, ne serait-ce que pour les aiguiller, pas sur l'administratif, parce que je pense que le ministère d'Aklita fait bien son travail, mais sur comment acheter. Aujourd'hui, on sait combien c'est cher, combien les gens, ça devient difficile en Israël. Et nos familles qui sont déjà ici depuis longtemps ont des astuces, ont des magasins. Et je parle d'achat simple, mais ça peut être sur beaucoup de choses. Ça peut être sur l'emploi, ça peut être sur pas mal de choses. Il y a effectivement ici le projet d'avoir une connexion presque familiale, donc qui rassure, et en même temps une expérience à partager. Voilà. Et là peut-être on touche à quelque chose d'intéressant, d'essentiel, oui. D'essentiel, et c'est très intéressant parce que ça peut répondre aussi pour partie j'allais dire, à cette sociologie très multicolore qui pourrait effectivement rassurer et en même temps permettre une meilleure intégration. Alors vous avez dit justement, vous avez parlé du Misra d'Aklita. À l'espace francophone, finalement, vous avez, je disais, vous êtes un peu caisse de résonance, donc vous avez des partenaires à l'intérieur de ce lieu. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est des heures où les gens du Misra d'Aklita viennent à l'espace francophone? Est-ce que vous avez des associations de type services tertiaires, etc., qui vont venir aussi à l'association pour rencontrer est-ce que l'Ulpan est à l'intérieur de l'espace francophone? Comment ça se passe? Alors non, Jacques tout à l'heure vous a parlé du Matna Safra, qui est donc un centre qui est dédié aux francophones. Et c'est au Matna Safra. Alors, il faut dire merci à la mairie, hein, c'est quelque chose d'important, puisque la mairie nous aide sur nos activités. Pas sur toutes, mais enfin sur beaucoup d'activités, on a des aides de la mairie. Et justement, ce Matnas, où nous faisons tous nos cours d'Ulpan, tous nos Ulpan se passent au Matnas. Il y a des classes, et là, ça nous permet de pouvoir délivrer nos cours au Matnas Safra, donc avec plus de commodité, plus de confort que notre local. C'est beaucoup mieux centré, etc. Et vous intervenez où, là, à ce niveau-là? Sur l'information qui est donnée à l'Olé Hadash, au Lola Hadasha, comment ça se passe? Vous vous situez où quand les Olim Hadashim arrivent en Israël? En fait, on a le Merkaz Akla qui nous donne les Olim Hadashim qui arrivent.
Et donc, il y a un lien comme ça qui se fait, et c'est comme ça qu'on arrive à les avoir, à leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, et, et on suit leur Et après, vous arrivée. dispatchez donc sur les lieux nécessaires Alors, à leurs besoins. tout dépend évidemment le type de holé. Bon, il y a des gens qui vont travailler tout de suite, donc qui n'ont pas du tout besoin de nos services. Mais ceux qui viennent et qui sont plutôt d'un âge avancé, on va dire, eux, ils ont besoin qu'on les aide, et là, ils ont besoin effectivement de nos ulpanim, parce qu'il y a des ulpanim qui sont pour les olim qui arrivent, qui sont directement du Merkaz Aklita. Mais nous, ce sont des ulpanim pour des gens qui veulent ou du conversationnel, pas pour les gens qui vont travailler, mais des ulpanim qui permettent de faire du quotidien. Ne serait-ce que pratique, voilà, d'aller dans un magasin, de lire un document administratif, voilà, de se débrouiller. C'est en hébreu, quoi, de faire un Ce qui est petit. bien, c'est que l'idée finalement de parrainage serait effectivement très complémentaire à cette activité. Hein. Vraiment, ça serait, voilà, c'est comme un package à présenter. On a vos coordonnées, on va vous entourer, on va vous accompagner, et puis on va vous mettre en relation avec des parrains qui vont vous accompagner. Exactement. Ouais. Et qui vont vous ouvrir un réseau social que vous n'avez pas d'emblée. Voilà. Et Il y a une partie dont on n'a pas parlé qui est importante, c'est que à part ça, nous faisons du social, c'est-à-dire que nous aidons les personnes en difficulté. Alors on travaille sur ce sujet avec le consulat et avec Calita, et on a comme ça des familles qu'on échange, où on sait qu'il y a des difficultés. Alors ça peut être une aide mensuelle pour certaines familles qui sont vraiment en grande difficulté, ça peut être une aide ponctuelle, ça peut être une aide d'urgence. Et là, il faut dire que vous avez une certification Voilà, du donc, consulat. Hein, voilà, on a la du consulat de certification France. du consulat, on a la certification OLES du consulat de France, effectivement. Et là-dessus, donc le consulat nous envoie des familles. Et nous-mêmes, on a plusieurs familles d'Ashdod qui viennent nous consulter. Alors, ils ont des bons en période de fête, Tishri, pour les fêtes des Sars, des jouets pour les enfants, en période de Hanouka, enfin, et en plus des aides ponctuelles. Quelqu'un qui n'a pas son frigidaire est cassé, il vient nous voir, il peut pas s'en acheter un, on subventionne. Quelqu'un qui est vraiment dans une situation difficile, il n'a pas payé son loyer depuis longtemps, on le menace de. Et alors là, il y a un partenariat qui se fait entre Calita, le consulat, l'espace francophone et des fois d'autres associations pour aider cette personne pour sortir du danger, pour qu'il ne puisse pas être renvoyé de chez lui. Il y a vraiment, aujourd'hui, on peut dire qu'à l'espace francophone, on aide une centaine de familles. Et Il faut dire que on a l'expérience, et après on va parler un petit peu plus précisément du programme, mais on a l'expérience combien ce type de lieux, qui pourtant ont été fermés pendant la période du Covid, ah oui, ont été absolument essentiels comme liens. Ils se sont reconvertis en liens visuels, Zoom et autres, etc., pour oui, que les gens ne se sentent pas seuls oui. à ce moment-là, ou qui a été terrifiant sur le plan psychologique. Et finalement, on s'est rendu compte à quel point ces structures-là sont pas simplement nécessaires quand tout va bien, mais sont absolument nécessaires quand... on a toujours besoin d'une oreille attentive, même quand on croit que ça va bien et qu'on a besoin de parler à quelqu'un. Donc, le fait de retrouver d'autres personnes, d'échanger avec eux, de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation, ça permet à la personne, ça soulage, comme vous dites. Oui. Et alors nous, on a une position centrale puisque nous sommes les partenaires privilégiés, c'est-à-dire les interfaces de la mairie, du consulat, de Calita. Oui. Voilà. Et donc, sur Ashdod, ça revient chez nous d'une manière ou d'une autre. Vous avez un délégué consulaire qui à Ashdod ou pas? Oui,
Ouais. Oui. On en Donc a. un délégué consulaire où on peut faire ses papiers, Ah on peut... non, non, malheureusement, non. Non, malheureusement. On Non, aurait non, voulu, n'a on pas aurait à voulu. demeure, Non, non. On n'a pas à demeure. C'est pas. Ils viennent faire des permanences de temps en temps, mais c'est aussi l'objet d'une de nos. De vos négociations. Voilà, on aimerait bien, et je pense C'est que ça. tous les gens des francophones d'Ashdod souhaiteraient avoir À mon avis, avec le une. développement en cours, ça ne va pas tarder. En D'ailleurs, tout cas, on vous le souhaite. en parlant de ça, je voudrais juste rajouter un mot si possible. On a besoin de bénévoles dans l'association. Justement, comme vous parlez Il de. faut en profiter. C'est- Effectivement. Les téléspectateurs, voilà, Ashdod a besoin de bénévoles pour l'espace francophone. Voilà. Donc, il faut... Justement, si Voilà. on veut justement pallier à tout ça, si on veut agrandir notre association, si on veut faire des choses nouvelles et aider le public d'Ashdod, je pense qu'il y a des gens qui pourraient juste de temps en temps venir nous aider et ils seront accueillis avec joie parce qu'on en a vraiment besoin. Comme disait l'ethnologue, le grand ethnologue Moses, qui disait que un disciple de Strauss, Lévi-Strauss, il disait que quand on fait un cadeau à quelqu'un, en fait, c'est à soi qu'on le fait. Exactement ce que Donc, j'allais dire. Donc finalement, voilà. Donc l'appel est lancé. Il faut absolument venir. Je peux dire Donc, aujourd'hui le plaisir que c'est de faire et de. En fait, on se fait plaisir aussi à soi parce qu'en fait, on aide, on est là, voilà. Donc, et alors, c'est un appel. en même temps, on donne du contenu. Alors, on donne du contenu. Alors, il y a un rendez-vous qui va être incontournable parce qu'il y a eu une première partie. C'est l'héritage des Juifs d'Algérie. Et oui, à Ashdod aussi, on parle de l'Algérie. Voilà. Et il n'y a pas que le Maroc, la Russie, etc., le Yémen et tout. Non, on parle aussi de l'Algérie. Et on va parler d'ailleurs très précisément de Gardaïa. Hein, si je ne m'abuse, vous allez me dire Un focus sur Gardaïa. Un focus sur Gardaïa, c'est dommage, j'aurais préféré Tlemcen, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc en tous les cas... ça viendra peut-être hein, dans nos futurs... Alors, première série, première année, ça s'est très très bien passé, c'était au mois de novembre dernier, c'est cela? Oui, on a rempli la salle, voilà, Beth Yad Levanim, il y avait 400 personnes. Sur une journée, hein? Oui. Sur une... Oui, on a commencé vers 15h. On a commencé à 10h, on a fini à 15h. Nous, on a travaillé depuis... et finalement, alors, quand on arrive au terme d'une journée, normalement, ça se termine. Et vous avez décidé de reprendre le flambeau? On n'a pas décidé. Parce qu'en fait, quand on a fait le numéro 0, voilà, et qu'on est allé demander des subventions à la mairie, elle nous a dit, ça c'est une idée géniale. Il y avait quelque chose pour les Marocains à la Mimouna, il y avait quelque chose pour les Tunisiens, la Paracha d'Itro, et vous comblez un vide. Alors nous, on vous propose de faire ça tous les ans. Quelle bonne idée! N'est-ce pas? Voilà. Ils ont des bonnes idées à l'espace francophone. Alors, pour vous donner un aperçu du programme, d'abord, c'est la journée Héritage des Juifs d'Algérie. La présentation, c'est Valérie Abécassis, une de nos consoeurs. 14 heures, exposition photo, regard sur les Juifs de Gardaïa, c'est le fameux focus. Des allocutions de la présidente, que je ne vous présente plus, Daniel Tayeb, du maire d'Ashdod, le docteur Eriel Lasri, et puis, bien sûr, du nouvel émigrant, non juif, mais Frédéric Journès, qui est notre nouvel ambassadeur de France en Israël, un homme que vous allez apprécier, j'en suis sûr. Et bien sûr, l'ouverture du colloque. Alors là, transmission intergénérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, intergénérationnel? On s'adresse donc aux petits-enfants ou on s'adresse à nos grands-parents? Alors, on a fait l'année dernière les héritages des Juifs d'Algérie, c'était le terme générique. Et on a décidé chaque année de décliner ce thème. Et cette année, on a choisi la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a reçu de nos parents, en gros, et qu'est-ce que, volontairement ou pas, on transmet à nos enfants. Puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est cette transmission qui a assuré la pérennité du peuple juif. Bien sûr. Voilà. Chacun sait que, tout à l'heure je l'ai dit, elle est fondatrice d'une identité. Voilà. Et donc, elle est indispensable à chaque individu, mais à une famille, à un pays. Voilà.
Et cette année, on va avoir des intervenants. Alors là, oui, Allez-y. conférence du docteur Hervé Réby, la transmission au cœur de l'éternité du peuple juif. Je rappelle qu'il a été consul honoraire de Honoraire. France, hein, et qu'il est directeur du centre Yavne de Bordeaux, dont Bordeaux est jumelé Et jumelé à avec Asdod. Hein, oui, donc, tout à fait. et puis on parlera de l'indépendance des peuples, du droit à disposer d'eux-mêmes, donc l'autodétermination, c'est très important. Et puis finalement, l'apport des Juifs d'Algérie au judaïsme. Ça. Quand on pense à Tlemcen, j'en parlais tout à l'heure, tant pis pour Gardaïa, on parle du Rav Anikawa, on parle de ces pèlerinages qui étaient très importants, mais on parle de Gardaïa, qui était une ville essentiellement religieuse, et où effectivement de grands savants sont issus de Gardaïa. On aura également donc des projections, des témoignages de chacun, et puis une conférence du docteur Didier Nebeau, la parenthèse du Sirocco, 2000 ans d'histoire juive en Algérie. Alors là, il va y avoir de quoi finalement meubler les minutes, les secondes, etc. Enfin, jusqu'au bout de la conférence. Oui. Ça va être une partie de sa conférence. Il va traverser 2000 ans d'histoire. Mais Didier Nebeau a une particularité intéressante. Il a fait partie de la commission sur la guerre d'Algérie, qui a remis un rapport à Macron, au président de la République. Et il va nous parler, il faisait partie de cette commission, il va nous parler du rapport de ce qui s'est passé. Chacun sait que vraiment la guerre d'Algérie, elle est pour certains malheureusement fondatrice de l'identité des Juifs d'Algérie. C'est dommage. Voilà. Et en tous les cas, je terminerai, parce qu'il faut conclure malheureusement l'émission, je terminerai avec une table ronde importante, et notamment animée par un collègue, un ami, Yossi Charbi, Oui. sur les Juifs d'Algérie, l'avenir d'Israël. Alors là, ça fait plaisir qu'on en parle aussi. Et puis, bien sûr, d'autres invités, Jean-Charles Bénichou, qui est avocat et notaire de profession, Madame Hélène Trigano, psychologue clinicienne, et qui est présidente de l'Association des archives de mémoire séfarade, donc c'est important. Et finalement, dernière allocution, Daniel Taïeb et Jean-Claude Bensoussan. Je dois dire, c'est la cerise sur le gâteau. Avant le film, avant le film d'Arcadie. D'Arcadie sur le petit blond de la Casbah qui et on espère bien d'ailleurs que Monsieur Arcadie, Alexandre Arcadie, de son prénom, eh bien finalement passera lui aussi à Tandem. On est ravis de vous avoir reçu, ravis d'avoir reçu l'espace francophone. Je rappelle quand même l'appel. Les bénévoles seront très très bien accueillis avec chaleur, et n'oubliez pas d'aller sur le site de l'espace francophone d'Ashdod. Vous y trouverez pas simplement que les événements qui sont passés ou les événements à venir, vous y trouverez aussi tout ce qui nous sert au quotidien et en même temps des petites pépites, c'est-à-dire donc les manières effectivement de s'en sortir, à savoir ce projet d'infirmière avec l'hôpital Asuta. Vous allez trouver des moyens d'en parler davantage. Je vous remercie beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Avi. Merci, Daniel Taïeb, président, merci à je rappelle, de l'espace TV. francophone d'Ashdod, et vous, fondateur de cet espace francophone. Merci beaucoup. Beaucoup.